Donc, l'idée aujourd'hui pour ce jeudi Digi, c'était de vous introduire ce que c'est que le Research Repository. Donc, vous êtes déjà familier de la recherche utilisateur. L'idée, c'est de vous présenter aujourd'hui comment les deux interagissent. Très rapidement, la recherche utilisateur, c'est une discipline, pour rappel, qui consiste à travers différentes méthodes, qui peuvent être les études qualitatives, quantitatives, les études analytics, à récolter de la donnée neutre sur les utilisateurs, les usages et leur contexte. Le repository, c'est une base de données ouverte, ordonnée et accessible, dont le but est de compiler cette donnée utilisateur pour capitaliser dessus, et ce, pas seulement pour les UX, qu'ils soient designers ou researchers. On y reviendra un petit peu plus tard. Alors, comment ça fonctionne un Research Repository? Alors, s'il y a une règle à garder en tête, c'est que ça fonctionne bien si c'est 1, ordonné, et 2, alimenté. C'est la base pour que ce soit utilisé et donc utile. Une première bonne pratique, alimenter le Research Repository en le synchronisant systématiquement avec la recherche utilisateur. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Dès qu'une phase de recherche utilisateur est programmée, dès qu'une étude est programmée, quel que soit son type, guérilla testing, une recherche exploratoire, une recherche évaluative, la mise en place d'un NPS, on crée une entrée dans la base de données, et dès la fin de la dite phase de recherche, on va rentrer dans cette base de données le fruit de notre recherche. Évidemment, pour ne pas rentrer trop ou trop peu d'informations, la règle d'alimentation du repository, des règles d'alimentation du Research Repository doivent être posées. Ce que je propose de faire, c'est vous présenter les règles simples, vraiment les plus basiques de gestion d'un Research Repository. La première, c'est de considérer une seule et unique expérimentation, donc une seule et unique entrée de base de données. Donc, l'expérimentation, qu'est-ce que c'est? C'est le contexte dans lequel on récolte la donnée. Donc, pour exemple, une première rentrée dans la base de données, on en a cité quelques-unes. Par exemple, la mise en place d'un NPS. Ça pourrait être une série de tests utilisateurs ou autre. Et on va rentrer toutes les informations qui sont relatives à cette recherche et tous les détails qui sont associés. Donc, qui l'a fait, notamment si l'équipe est assez élargie, la date à laquelle ça a été effectué, et puis le lien vers tous les éléments qui concernent cette étude, cette recherche. Ça peut être aussi bien des boards Miro, un plan de recherche, un guide d'entretien ou un protocole de test, la liste du panel qu'on a rencontré, etc. etc. Je vais vous prendre un exemple d'une recherche exploratoire. Donc, rapidement, une recherche exploratoire, c'est une recherche qu'on effectue pour évaluer une situation. En l'occurrence, elle a été faite pour un laboratoire pharmaceutique pour comprendre ce qui se jouait autour de la maladie de l'hypertension artérielle. Donc, cette expérimentation, on va en tirer plusieurs faits. On va récolter des faits. Les faits, qu'est-ce que c'est? C'est la donnée brute, c'est la donnée neutre. Pour exemple, dans cette recherche exploratoire, j'avais rencontré 20 personnes, tous et toutes atteintes d'hypertension artérielle. Et donc, voilà des exemples de faits que j'ai pu récolter. Sur 20 personnes interviewées, 20 étaient non-fumeurs ou ayant arrêté de fumer. Donc, vous voyez, ça prend une forme très précise, un petit peu comme une user story. Vous êtes peut-être familier de cela. Autre exemple, je vais volontairement en donner plusieurs pour illustrer ensuite d'autres éléments et garder cet exemple tout au long de la présentation. Sur 20 personnes interviewées, 17 ont réduit ou arrêté leur consommation d'alcool. Sur 20 personnes interviewées, 9 pratiquaient une activité physique régulière. Et sur 20 personnes interviewées, 4 ont modifié leurs habitudes alimentaires suite au diagnostic de la pathologie. Donc, je vais citer 4 exemples de faits. Ce qu'on tire des faits, ce sont des apprentissages, enseignements ou insights, qu'importe la manière dont on les appelle, c'est ce que l'on tire de l'analyse des faits. Et donc, vous voyez qu'un insight peut être attaché à différents faits. Dans notre exemple, un insight que l'on pourra rattacher aux 4 faits que j'ai cités précédemment, c'est qu'il existe
une gradation de l'effort pour la mise en place de mesures hygiéno-diététiques. Donc, les mesures hygiéno-diététiques, c'est tout ce qu'il est conseillé de mettre en place lorsqu'il y a un diagnostic de l'hypertension artérielle qui est réalisé par un professionnel de santé. Donc, on voit que c'est très simple, ou en tout cas relativement admis, d'arrêter de fumer. C'est un petit peu plus compliqué, en revanche, de changer ses habitudes alimentaires. Et puis, entre les deux, on a la consommation d'alcool et l'activité physique. Donc, voilà un exemple d'apprentissage qu'on pourrait nommer apprentissage croisé, donc issu de différents faits, et en les croisant, on tire des apprentissages. Et puis, le dernier niveau, qui n'est pas systématique, c'est les recommandations. Donc, de même, il peut y en avoir plusieurs pour un seul et même apprentissage. Et parfois, on ne trouve pas de recommandations à mettre en face de l'insight. Et c'est une des raisons de l'existence du Research Repository, c'est qu'il a une durée de vie dans le temps. On va pouvoir revenir à ces insights plus tard. Et peut-être à ce moment-là, pour des raisons techniques ou d'évolution du marché ou d'évolution du produit, on sera en capacité de mettre une recommandation en face. Alors, à quoi sert un Research Repository? Vous l'aurez compris, ça sert à capitaliser sur la recherche utilisateur. Comme je le disais en introduction, ça ne bénéficie pas qu'aux équipes de design ou de research. Vraiment, le repository, il faut le voir comme la pierre angulaire de la user centricity dans une entreprise. C'est vraiment un emblème de la culture user-centric. Et ça peut donc servir à plusieurs types d'acteurs. Je reprends des éléments qu'Alexandre a partagés récemment sur LinkedIn. Ça peut servir aux équipes de vente pour appuyer le discours auprès de prospects avec des données qui soient tangibles. Ça peut également servir à l'équipe support pour mieux accompagner les utilisateurs quand ils ont un problème dans l'utilisation de l'outil. Ça peut aussi permettre de donner des éléments de contexte à une équipe tech sur ce qu'ils sont en train d'implémenter. Et puis, vous l'aurez compris, c'est à l'origine un outil mis en place par les équipes de design, donc pour les équipes design et produits, pour déceler des opportunités business et les futures fonctionnalités de demain. Très rapidement, sur la question des outils, l'outil un peu classique qu'on utilise pour les Research Repository, c'est Airtable. C'est une base de données qui fonctionne très bien. Elle est à la fois rapide et efficace. Néanmoins, pour votre culture sur le design, sachez qu'il existe des outils qui sont dédiés, spécifiquement dédiés au Research Repository. Le plus célèbre d'entre eux est Dovetail. Et donc, il a une capacité d'impact qui est bien supérieure, notamment si vous travaillez à très grande échelle sur un produit important. Mais il faut vraiment qu'il y ait une équipe dédiée à la research qui existe dans l'entreprise pour le mettre en place, parce qu'il n'est pas extrêmement facile d'accès. Alors, il permet bien de partager la donnée, mais pour son utilisation, voilà, il nécessite un paramétrage qui est assez complexe d'entrée. Voilà pour une introduction rapide au Research Repository.